Bienvenue dans ce 81e numéro de Tous Azimuts et bienvenue Christine Devier-Jancourt. Merci de me recevoir. Vous êtes Bonjour ici à vous. pour nous parler de votre tout dernier livre, c'est Messieurs d'en haut, sous-titré de l'usage des femmes par les hommes de pouvoir. On va en parler, c'est publié chez Jean-Claude Gassevitch. On va en parler tout au long de cette émission, de votre parcours, des anecdotes du livre et peut-être même de l'actualité. Oui, pourquoi pas? tout ça est très lié. Exactement. En face de vous, Dominique Vallière, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous parler, vous, d'un personnage étonnant qui s'appelle Georges et qui est Georges Huette, en fait. Georges Huette, et qui est l'objet d'un documentaire qui est en train de se produire, un documentaire de Pierre Bessard et Thomas Léo. Voilà. Et on en diffusera un petit montage, et c'est quelque chose de très émouvant. On diffusera un petit montage du teasing qui est fait avant la réalisation du documentaire réel. On en parlera tout à l'heure. Nous rejoindrons aussi au cours de l'émission notre slammer fou, enfin très intelligent en même temps, HDW, et à la fin de l'émission, une nouvelle expérience de notre mentaliste, Mathieu Chénaud. Mais tout de suite, Christine Devier-Jancourt. Alors, Christine Devier-Jancourt, ce livre, c'est le 7e ou 8e, je crois. Pas loin de 10 maintenant. Ah oui? Oui. Il y en a que vous avez dû. Non, j'ai compté dans la page là où on en mettait 1, 2, 3, 4, 5, 6, en fait, surtout des essais. Voilà, ça fait dans la catégorie essais. Et le premier essai, c'était en 1998 et il portait un titre sulfureux qui est resté célèbre. Ça s'appelait La putain de la République. Alors, pour la énième fois, je vais quand même vous dire pourquoi. Oui, oui, c'était ma question. Parce qu'il y avait une juge assez redoutable qui voulait faire tomber Roland Dumas pour soigner sa carrière. Et qui a su que j'existais dans la vie de Roland Dumas, parce que j'ai passé des années auprès de cet homme, d'une façon privée et professionnelle aussi, et qui a dit, dans un dîner parisien, aurait dit, je vais me payer la petite putain de la République. Elle savait même pas qui j'étais. Voilà. Donc, le problème, c'est que quand elle m'a mise en prison pour me faire parler, c'était sous forme de chantage judiciaire, elle voulait que je lui donne, comme on dit, donner Dumas, ce que j'ai toujours refusé de faire, parce que pour moi, la justice dans le pays des droits de l'homme, qui est la France, une justice qui se comporte comme ça, je veux dire, qui vous incarcère pour vous faire parler, je trouvais ça tellement monstrueux que j'ai tenu bon, ça a été l'horreur, j'ai failli même ne pas en ressortir, mais jamais je n'aurais cédé à ce chantage pathétique. Donc, quand je suis sortie, au bout de 6 mois, vous savez qu'on ne peut pas vous garder davantage. Elle a été obligée de me lâcher. Et là, elle a demandé 1 million de caution en se disant elle ne va jamais pouvoir payer cet argent. Donc, comme ça, je pourrais la remettre en prison. Alors moi, il a fallu que je trouve c'était les francs à l'époque, 1 million. Et j'ai écrit ce livre, le premier. Quand je suis allée voir les éditeurs, je demandais tellement d'argent pour la valoir, pour donner à Eva Joly, pour ne pas retourner en prison. Il y en a un, c'était Kelman Levy, qui a accepté en disant « Ok, mais à une condition, c'est que vous preniez le titre du qualificatif qu'Eva Joly vous a donné. » Ma pauvre mère s'est mise à pleurer, mes 2 filles se rendaient compte, c'est quand même pas très... Et j'ai dit « Ok, mais moi j'enlève les 2 articles. » Enlever les 2 articles, ça fait putain de République. Et là, les avocats de l'époque, qui faisaient la défense des messieurs d'en haut, mais pas de Christine d'en bas, m'ont dit ça, c'est 10 ans de prison si vous mettez ça. Et comme j'avais pas le choix, on me donnait l'argent avec Paris Match et des photos, Roger Théron. J'ai cédé parce que je pouvais pas retourner en prison, j'aurais tué mes enfants et ma mère. Donc. Alors, Eva Joly, dont vous parlez... Mais je le renie pas, ce titre. Ouais. Par contre, aujourd'hui, je le crie encore plus haut et fort.
ces putains de République, ou les putains de la République. Et j'en inclurai pas mal dans la liste. Voilà. On va en parler tout au long de cette émission. Vous écrivez sur Eva Joly, page 104, Eva Joly me hante, elle et sa coéquipière Laurence Vichnievsky, la première vêtue de rouge, rouge comme le sang, sonnez trompette, lâchez les lions, baissez le pouce. La seconde, longue et fine, au visage taillé à la hache, les cheveux à la garçonne et gainés de noir comme la mort, le rouge et le noir, ces deux femmes et ces deux couleurs m'obsèdent encore. Vous vivez encore avec ce souvenir? On peut pas oublier ça. On peut Quoi, pas... la prison? Non, c'est même pas que la prison. La prison, bon, on peut encore... Vous savez, ça marque, hein, oui. Mais on peut encore s'en sortir. Mais le chantage exercé par ces deux femmes, surtout la blonde, pendant tous ces mois, et même après quand je suis sortie, mais pendant la période de la prison, c'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est épouvantable avec des extractions tous les jours. J'ai perdu 15 kilos le premier mois. J'avais 6 de tension et puis je voulais me suicider pour que ça s'arrête, quoi. C'était épouvantable. C'est un martyr. Et si j'avais à la fin, je pouvais plus aller au rendez-vous au palais de justice et on me menaçait d'entrave. Tant c'est horrible. C'est un cauchemar. On va parler d'autre chose, oui, mais plus gai. Puisqu'on vient tout juste de connaître l'élection présidentielle, j'imagine que vous n'avez pas voté Eva Joly au présidentiel. On est nombreux d'ailleurs à ne pas avoir voté Eva Joly. Je pense que les Français savent ce qu'ils font. Alors, ce tout nouveau livre, Ces messieurs d'en haut, de l'usage des femmes par les hommes de pouvoir, publié chez Jean-Claude Gassevitch, vous dites les 3 hommes de ma vie, en fait les 3 hommes de votre vie avant, parce que aujourd'hui vous êtes marié avec quelqu'un qui est totalement dans un autre univers, on en parlera. Les 3 hommes de ma vie ont été des hommes de pouvoir et d'argent, ministres et hommes d'affaires, même combat. Alors les 2 premiers, puisque vous parlez de Roland Dumas, mais les 2 premiers, vous ne les citez pas. Vous ne citez pas leur nom. Je peux le faire. Dans les anecdotes, il y en a un qui fait partie, puisque j'en parle. Oui. Dans les anecdotes, qui sont vraies. Hein. Toutes les anecdotes dans ce livre sont... Donc je reviens quand même rapidement. En 65, vous vous mariez avec Jean-Jacques de Peretti, qui est aujourd'hui maire de Sarlat, qui a été ministre de l'Outre-mer. On a 18 ans. Dans le gouvernement Juppé en 1995, et avec qui vous avez un fils qui s'appelle Frédéric. Oui. En 1976, vous vous mariez avec Claude Joncourt, qui est un cadre de Thomson. Oui. La radiologie. Et vous avez un autre fils avec lui. Claude Joncourt, vous dites de lui, englué dans un 2e mariage étriqué, mère d'un nouvel enfant, je bâillais d'ennui. J'écoutais un 2e mari volage, absent, numéro 2 d'une importante compagnie française d'électronique, pingre comme un rat, me raconter ses aventures professionnelles au bout du monde. À moi la charge de tenir la maison et d'éduquer les 2 enfants sans jamais le moindre petit week-end ni vacances, sorties, spectacles, concerts ou fantaisie. C'est terrible, on se croirait au 19e siècle. Il y en a beaucoup comme ça. Ah oui, vous croyez? Oui, il y en a beaucoup qui aiment bien aussi quand ils sont... Des activités professionnelles prenantes et qui bougent beaucoup, qui aiment bien avoir à la maison l'épouse qui attend le retour, voilà. Oui, bon, ensuite, il y aura... C'est pas méchant, mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui aiment ça. Moi, c'était peut-être pas trop mon style de vie. Il y aura ensuite Roland Dumas en 1988, et depuis 2006, on va revenir sur l'affaire Elf, depuis 2006, vous êtes marié avec Alf Emil Eck, qui est un auteur-compositeur norvégien, oui. Qu'on voit en photo, voilà. Et alors, vous avez complètement changé de vie. Vous avez retrouvé vos racines en Dordogne. C'est pas que j'ai totalement changé de vie, je suis revenue à ma vraie vie. Mon père était artiste peintre, mes 2 parents étaient enseignants parce qu'il fallait faire bouillir la marmite. Mais mon père était peintre, ma mère était sculpteur, relieuse de livres. Enfin, c'était vraiment la maison toujours pleine d'artistes. Ça a toujours été ma vie. Et en plus, moi, on me faisait prendre des cours de musique. Donc, je veux dire, c'était la musique, c'était la peinture, c'était la sculpture, c'était tout ça, et la littérature. Et voilà, c'était la vie de bohème. Et en fait,
j'y suis revenue à ma vie de bohème. Je vis maintenant entre mes deux musiciens. C'est mon mari qui est donc très grand musicien en Norvège, c'est une légende d'ailleurs, et compositeur. Et puis mon premier fils, fils de Jean-Jacques de Peretti, qui est musicien aussi. Et moi, j'écris, je dessine et j'illustre des livres pour enfants, en plus des essais. Enfin, les essais, je commence à en avoir un peu assez. Maintenant, j'ai plus envie de romans où je me sens plus libre. Vous illustrez des histoires d'heroic fantasy inspirées des légendes norvégiennes. Ouais, un peu proche du Seigneur des Anneaux. Les images qu'on voit à l'écran, là, ce sont en fait des... Non, ça non. Ce sont des photos. Non, ça n'a rien à voir avec le roman d'Heroic Fantasy. Ce sont des photos... Non, mais c'est pour montrer votre côté artistique, quand même. Ce sont des photos que je fais, que je mets sur Facebook, sur mon mur. Vous savez, on a des grands murs, et je l'illustre comme ça, et j'aime bien. C'est assez beau. Oui, mais vous n'êtes pas rancunière, quand même. Épouser un Norvégien après avoir été persécuté par une Norvégienne... Mais justement, quand je l'ai rencontré... je crois que tout de suite, il m'a dit, il faut que je vous montre qu'en Norvège, il n'y a pas que des monstres. Ah, mais... En effet. Alors, vous avez fait donc 6 mois de détention provisoire à Fleury-Mérogis pour vous faire parler du 5e personnage de l'État à l'époque, qui était président du Conseil constitutionnel. C'est la fameuse affaire des chaussures Berluti. Qui ont caché l'affaire des frégates à Taïwan. Voilà, parce que la véritable affaire, c'était les frégates à Taïwan. Un scandale d'État dont vous étiez, vous dites, la victime expiatoire parfaite. Vous savez, c'était quand même... on disait, les magistrats disaient, un des plus gros scandales de la Ve République. L'affaire des frégates à Taïwan, avec quand même 4 milliards de francs à l'époque, détournés au profit beaucoup des gens qui nous gouvernent, en rétrocommission. Et puis, quand Christine a vu que devant Eva Joly, on ne pouvait pas parler des frégates à Taïwan, je me pose encore la question, pourquoi ? Elle avait tout en main pour le faire, elle n'a pas voulu, et quand elle me demandait cet argent qui m'avait été donné, qui n'était effectivement pas pour moi, comme je le dis dans mon livre, je veux dire, c'est pas une employée de chez Elf qui peut justifier de recevoir de telles sommes. C'était pas pour moi, donc elle voulait que je lui donne du mal, j'ai pas voulu. Donc c'est vrai que j'étais au milieu d'un tourbillon, et là, au fur et à mesure, pour ma défense, pour obliger à ouvrir le dossier des frégates, où il y avait ce fameux secret défense, vous avez entendu parler, je me battais, j'écrivais des livres, je voyais la presse, je donnais des interviews, pour faire ouvrir. Et comme ça devenait très dangereux, j'ai eu des contrats sur ma vie, j'ai passé 3 ans avec des gilets pare-balles, on me disait que j'allais trop loin, qu'il fallait que je la ferme, je ne l'ai pas fermée, et donc j'ai vécu très dangereusement, mais j'ai réussi. J'ai mis en lumière l'affaire des frégates à Taïwan, la preuve. Oui. Et quand Eva Joly a quitté le pôle financier et que le juge Van Rynbeek a pris la relève, lui, il a ouvert le dossier des frégates à Taïwan en ouvrant une information judiciaire contre Thomson. Et lui vous a traité correctement, le juge Van Rynbeek. Oui, je crois qu'on a fait j'ai épaulé comme j'ai pu. Hein. Vous n'avez plus peur aujourd'hui d'être suivi, d'être éliminé? Non. C'est fini? Non, et puis même, la peur, je l'ai apprivoisée. Vous savez, quand on a passé ce que j'ai passé... Ça servirait plus à grand-chose maintenant, en fait, de vous éliminer. Sauf que... Non, parce que non, ça servirait plus à grand-chose. Simplement, sachez, pour votre gouverne, c'est qu'il y a eu autour de 20 morts, de 20 meurtres, il faut dire appeler un chat un chat, dans l'affaire des frégates à Taïwan, c'est-à-dire des témoins qui savaient qui avait touché cet argent. Et que parmi ces 20 morts, plein me disaient ils vont te tuer. Et moi, je suis aujourd'hui, ce que l'on me disait récemment, la dernière survivante de l'affaire des frégates à Taïwan. Donc je pense quand même que, comme souvenir, on va la garder, la dernière survivante. Christine de Viégeancourt, il faut quand même signaler que l'affaire des frégates de Taïwan, elle est toujours dans l'actualité. Non ? Ah si, elle est dans l'actualité, le fait que Taïwan, quand il a appris, bien sûr j'ai assez remué l'histoire, je suis même allée à Taïwan là-bas, fait un voyage pour obliger Taïwan à forcer la France à lever le secret défense, avec tous les risques que ça comportait. Donc quand Taïwan a découvert qu'ils avaient été floués de 4 milliards qui étaient retournés dans les poches des politiques,
Ils ont fait qu'on appelle les rétrocommissions. Oui. Qu'on appelle les rétrocommissions. Ils ont porté plainte et ils ont demandé que cet argent leur soit remboursé, ce qui a été gagné. Ils ont gagné et donc maintenant c'est vous, messieurs et mesdames, et nous, les contribuables français, qui allons payer cette somme. Oui. Qui a été détournée, qui est dans des lagons bleus, dans des paradis fiscaux, dans des poches de gens qu'il aurait été facile, en levant le secret défense, de découvrir. L'instruction, elle est toujours en cours. L'instruction, c'est fini, non? Non. Classé, non, maintenant, c'est à la France de payer Taïwan sur ces 4 milliards détournés. D'accord. Oui, c'est tout ce qui reste à faire. Oui, le secret défense, à moins qu'on lève le secret défense un jour sur la frégate de Taïwan. Peut-être l'histoire nous le dira, peut-être je ne serai plus là pour le voir. Ce serait bien dommage. Avec le nouveau président de la République, vous ne pensez pas qu'on pourrait lever le secret défense et... La moralisation de la vie publique, vous y croyez? Vous qui avez été au cœur du franchement, pouvoir. je la souhaite de tout cœur, parce que j'en ai vu et entendu, et j'ai payé pour avoir vu et entendu très cher, avec 12 ans de ma vie vraiment bousillée, et ma famille surtout. Mais je voulais que je vous dise, je crois que le pouvoir corrompt partout dans le monde, et j'ai peu d'espoir. J'ai vraiment très peu d'espoir que ça s'améliore. Bon. Christine Nevier-Joncourt, on va s'interrompre un instant et on va revenir avec vous et Dominique Vallière sur votre livre, Ces messieurs d'en haut, de l'usage des femmes par les hommes de pouvoir, parce que là on retraçait un petit peu votre parcours, mais il y a plein d'anecdotes sur des gens étranges et des pratiques étranges. Ça va nous intéresser. Et qui sont réelles. Et qui sont réelles. Alors, à tout de suite.